L'intitulé des Jeudis du Muséum, le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète, c'était effectivement le titre et le sous-titre de mon livre, auquel j'ai consacré ces dernières années. Mais il y a une dernière partie du sous-titre, j'avais rajouté, donc pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Et c'est important aussi de comprendre que la connaissance de notre cerveau, c'est une chose, et puis l'outil que ça nous donne ensuite pour changer nous-mêmes, c'est une autre chose. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ma présentation de ce soir « Rééduquer notre cerveau pour sortir de la crise climatique ». Alors qu'est-ce que ça veut dire rééduquer son cerveau? Ça me coûte de dire ça parce que pendant les 20 dernières années, moi, ma passion, mon métier, à la fois en tant que chercheur et en tant que vulgarisateur, c'était de m'émerveiller devant le cerveau humain et de raconter partout autour de moi, parmi mes amis, dans mon activité médiatique, à quel point le cerveau humain était un prodige en fait de l'évolution des êtres vivants, et que ça représentait une sorte de sommet en fait dans l'évolution des êtres vivants. C'est un organe extrêmement complexe, extrêmement puissant, performant. Et à un moment, cette image s'est lézardée pour moi. C'est bizarre comment ça s'est passé, parce qu'en fait, comme beaucoup d'entre vous peut-être, depuis des années, peut-être des décennies, j'ai commencé à sentir le problème qui consistait l'évolution du climat, l'élévation des températures, la perturbation des équilibres du vivant, l'érosion de la biodiversité, la montée des océans. C'est des choses que je commençais à intégrer au fond de moi. Mais il y a un moment où il y a eu un point de rupture qui a été atteint et où j'ai commencé à voir, y compris dans l'écosystème qui m'est cher, notamment en bord de mer, des choses qui semblaient irrémédiablement perdues. Et là, je me suis dit, mais finalement, comment c'est possible que nous, les êtres humains, qui sommes si intelligents, soyons en même temps assez stupides pour détruire ce qui est la condition même de notre survie. Et je n'ai pas pu m'empêcher de comprendre instantanément que le problème était dans notre cerveau. Et à ce moment-là, où pouvait bien se situer le problème? Ça a été le but donc de mon travail, de mon enquête, et c'est de ce travail que je vais vous parler ce soir. Malheureusement, l'actualité ne cesse en fait de nous rattraper, de dépasser même nos pires prévisions. Ces images, donc, certains d'entre vous les ont forcément vues. C'est effectivement les gigantesques feux de forêt en Australie depuis plusieurs mois. Ça, c'est des images que de mémoire d'homme on n'avait jamais vues. C'est une espèce d'image de l'enfer sur Terre, où on sent que les repères traditionnels du vivant sont en train de basculer, qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Je trouve cette image terrible. Et bon, évidemment, on sait quand même que c'est ce qu'on appelle ces méga-feux. En fait, ce sont des feux d'une taille gigantesque qui résultent de la conjonction en fait, de dizaines de grands feux de forêt. Ils sont le résultat en fait, de sécheresses très très longues, très prolongées, très intenses, qui rendent la végétation extrêmement vulnérable. Donc, moi, j'ai grandi, on me disait toujours que la seule œuvre humaine visible de l'espace, c'était la muraille de Chine. Et puis, j'ai vu maintenant que c'était aussi ça qu'on voyait, que les satellites voyaient de l'espace. Donc, c'est la fumée de ces méga-feux qui ont complètement échappé au contrôle de l'homme. Et ce qu'il y a de paradoxal, c'est quand on se penche sur d'autres chiffres, par exemple les courbes d'exploitation du charbon en Australie. L'Australie tire 70% de son énergie de l'exploitation du charbon. Et est le troisième exportateur mondial de charbon, qui est maintenant devenu l'énergie fossile à équivalent avec le pétrole. Donc quand on voit ces choses-là, on se dit oui, l'être humain, il a un gros cerveau, mais il est en train de brûler dans des flammes, et en même temps, il continue à faire exactement ce qu'il faut pour que ce soit de pire en pire. On le sait, ça. Il y a des gens très intelligents qui le savent et continuent. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le cerveau? Autre exemple, ça a été un des déclencheurs de mon écriture du livre Le Bug Humain. Mais ça, c'est une expérience tout à fait banale que n'importe qui peut faire. C'était un jour, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner et j'écoute la radio, il était 28h du matin, et j'entends le journaliste qui dit alerte, très mauvaise nouvelle, 15 000 scientifiques signent une pétition, 15 000 scientifiques à travers le monde, pour alerter sur le fait qu'on est en train de perdre la course contre le climat, qu'on est en train d'être débordé par ce réchauffement climatique, qu'il faut absolument faire quelque chose,
que le niveau des mers pourrait monter peut-être de 1 mètre, puis après on a commencé à dire 2 mètres, puis après il y a eu une étude qui a dit 7 mètres, et puis en 2019 il y a eu une étude dans Nature qui a dit peut-être 20 mètres en 2100. Donc très mauvaise nouvelle, me dit la voix dans le poste de radio. Donc bon, je me dis ouais, bon, c'est pas très drôle, je mange quand même ma tartine, je vais travailler, j'oublie, et puis je vais me coucher. Et puis le lendemain matin, je me remets de nouveau avec ma tartine, j'allume la radio, et là j'entends le même journaliste qui me dit « Très bonne nouvelle !» Et c'est quoi la très bonne nouvelle? Il enchaîne « On a vendu pour 50 milliards d'Airbus. » La croissance repart à la hausse. Génial. Donc, il n'y a même pas l'espèce de mémoire de 24 heures qui permettrait de se dire « Attends, hier j'ai dit un truc quand même qui n'est pas très compatible avec ça, non ?» Et ce sont des personnes a priori qui savent réfléchir, qui ont l'habitude de comparer des sources, de faire preuve d'esprit critique, qui ont suivi un cursus quand même, des études, qui ont une certaine intelligence. Ce sont des homo sapiens tout à fait acceptables. Eh bien quand même, il y a un bug gigantesque dans le cerveau. Donc c'est ça qui a été le point de départ de la réflexion sur le bug humain. Alors malheureusement, une fois qu'on y va dans les Airbus, on se rend compte que le bug il continue encore beaucoup plus loin parce que si vous regardez les courbes de projection du trafic aérien jusqu'en, là c'est 2034, alors cette courbe on la voit partout parce qu'elle est vraiment en cours de réalisation avec la construction des aéroports qui continuent à partir à la hausse dans beaucoup de régions du monde. Le but avoué du secteur aérien, c'est de doubler le nombre de passagers transportés par an d'ici 2030. Autrement dit, c'est une croissance d'une activité qui est extrêmement néfaste à l'environnement, et qui dépasse la croissance démographique, hein. C'est-à-dire qu'il faut faire voyager plus de gens par tête de pipe, entre guillemets. Donc c'est une croissance délibérée, et ça interroge, parce que moi, ce qui m'a refait réfléchir à ça hier, en fait, c'était ce matin même, un des anciens directeurs du Fonds monétaire international qu'on interrogeait sur la crise du coronavirus, et qui disait « Il faut arrêter de faire peur aux gens parce qu'ils arrêtent de voyager ». Il vaudrait mieux quand même être un peu plus laxiste, mais en plus c'est quelqu'un qui avait des responsabilités gigantesques au niveau mondial, au niveau monétaire. Il disait qu'il faut arrêter de mettre en place des barrières sanitaires trop sévères, c'est pas justifié, parce que sinon il va y avoir une érosion quand même du chiffre d'affaires de ce secteur-là, et on ne peut pas se le permettre, il faut que le trafic double en 2030. Alors, il faut que le trafic double en 2030. D'où sort ce dogme? Ce qui est intéressant dans cette situation, c'est que finalement l'impératif de ne pas baisser la garde sur la croissance économique est bien plus important que de savoir si on va sacrifier des vies humaines. Et le pire, c'est quand on entend après ensuite des spécialistes d'épidémiologie tropicale qui expliquent que l'émergence de virus comme le coronavirus est en partie favorisée par le réchauffement climatique, par la déforestation, par la modification des frontières entre la civilisation humaine et le monde naturel, qui amène certaines espèces à venir plus fréquemment en contact avec les populations humaines, que ce soit des chauves-souris, que ce soit d'autres vecteurs de virus émergents, et que donc ce qu'il faudrait faire, c'est plutôt faire le contraire, c'est-à-dire réduire un peu, redonner sa place aux vivants, décroître un peu la cadence de leur croissance, mais non. On va donc faire pression au maximum pour que les mesures sanitaires ne soient pas trop contraignantes, pour que le trafic aérien puisse continuer. Le trafic aérien, c'est qu'un exemple, parce que la logique de croissance est partout. Ça, c'est le nombre de ventes de véhicules automobiles dans le monde, en millions, donc on est monté à presque 100 millions par an. Il y a eu, c'est vrai, une petite crise en 2008, hein, qu'on n'a pas oubliée, mais c'est reparti à la hausse assez vite. Là, c'est évidemment l'utilisation des énergies fossiles, pétrole et charbon et gaz naturel principalement, principaux facteurs d'émissions de gaz à effet de serre. On peut continuer avec la production de téléphones, qui est en croissance quasi permanente. On a quand même 100 millions de téléphones usagés qui ne sont même pas recyclés aujourd'hui en France dans les foyers. La production de viande aussi, qui est extrêmement coûteuse pour les sols et aussi en termes d'émissions de gaz à effet de serre, qui ne cesse d'augmenter sur tous les continents. Et on peut continuer. La résultante, c'est l'augmentation des émissions de CO2, le premier gaz à effet de serre, qui aujourd'hui est en train de nous étouffer. C'est-à-dire qu'on a eu quand même 2019, qui était l'année de la prise de conscience, c'est vrai,
les discours sur le réchauffement climatique ont commencé vraiment à prendre de la place dans le discours public, dans les médias, et on a commencé à parler vraiment de prise de conscience, mais néanmoins, à la fin 2019, les émissions mondiales de CO2 avaient encore augmenté. Et c'est ça qui doit nous faire réfléchir justement à cette contradiction entre, d'une côté, la capacité à prendre conscience qu'il y a un problème, et de l'autre côté, notre incapacité à agir. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la prise de conscience, mais l'heure est à l'action. Et on n'arrive pas à convertir la prise de conscience en action collective à l'échelle mondiale, bien évidemment, parce qu'il y a des personnes isolées, des collectifs isolés qui passent à l'action. Mais globalement, l'humanité continue à foncer droit dans le mur. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Le cerveau humain, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir l'ouvrir, de regarder comment il fonctionne. Et moi, mon désir d'aller regarder le fonctionnement du cerveau est venu justement du désir de comprendre où se situe finalement le défaut de fabrication. Parce que ces gens qui disent un jour mauvaise nouvelle, on détruit le climat, et le lendemain, bonne nouvelle, on a vendu des Airbus, naviguent en pleine contradiction. Et si on y réfléchit bien, on est nombreux à vivre en pleine contradiction. Donc où se situe la contradiction dans notre cerveau ? Alors, une fois qu'on a posé la question en termes neurobiologiques, on se trouve face à cet organe qui est effectivement un prodige de l'évolution, puisqu'il est extrêmement puissant, extrêmement intelligent, et il se compose schématiquement de deux parties. Alors vous avez la partie extérieure, là, toute plissée, qui est connue, hein, qu'on voit sur toutes les représentations du cerveau, qu'on peut aussi voir au rayon boucherie, à la cervelle de porc, ça ressemble un petit peu à ça aussi. C'est tout plissé, ça s'appelle le cortex cérébral. Et le cortex cérébral, lui, il fabrique de l'intelligence. C'est lui qui fabrique des Airbus, c'est lui qui fabrique des écrans à plasma, c'est lui qui invente la théorie de la relativité, c'est lui qui vous permet de vous concerter avec vos collègues dans l'entreprise pour mettre sur pied un plan concerté de coopération qui permet de faire des choses que vous ne pourriez pas faire seul. Donc la capacité de coopération, elle vient de là aussi. C'est ce cortex cérébral aussi qui vous permet de planifier vos actions. C'est lui qui vous donne un pouvoir d'abstraction. L'humanité ne serait jamais arrivée là où elle en est aujourd'hui, avec tous les instruments technologiques qui lui facilitent la vie, avec des sèche-linges, avec des machines à laver, des voitures, des antibiotiques, j'espère bientôt des antiviraux, sans ce cortex cérébral. Le cortex cérébral, c'est la puissance de l'intellect humain. Okay. Bon. Mais si on regarde au centre du cerveau, tout au cœur du cerveau, là au milieu, et ça c'est très important, j'insiste sur l'idée que c'est au milieu, parce que dans l'évolution du cerveau humain et du cerveau des autres espèces, plus une structure, en général, est centrale, plus elle est ancienne. Voilà. C'est-à-dire que cette structure que vous voyez là, elle est très très ancienne. Elle est apparue bien avant le cortex. Et on l'appelle le striatum. Voilà. Ce striatum-là, finalement, il est à peu près pareil chez l'être humain et chez les primates, chez les singes, chez le chien, chez le chat, chez le rat, chez la plupart des mammifères. Il vient de très très loin dans l'évolution des êtres vivants, il est là depuis des millions d'années. En revanche, le cortex, lui, il est arrivé beaucoup plus récemment. Il s'est développé de façon très spectaculaire dans l'espèce Homo sapiens depuis environ 200 000 ans. Donc il faut bien garder en fait ces échelles de temps. Parce que vous avez le cortex cérébral, lui, qui produit de l'intelligence, mais qui s'est développé de façon assez récemment dans notre histoire évolutive, et vous avez le striatum, lui, qui est très ancien et qui, lui, il ne fait pas du tout de l'intelligence. Lui, il fait quoi ? Il fait des désirs, des motivations. Et c'est lui qui nous pousse à agir d'une certaine façon. Et comment est-ce qu'il nous pousse à agir d'une certaine façon ? Eh bien, il nous pousse à agir en nous récompensant, en nous donnant du plaisir, avec une molécule que certains connaissent peut-être, qui s'appelle la dopamine. Cette dopamine, lorsqu'elle est libérée par le striatum, elle nous donne des moments de plaisir, de gratification, de bien-être. Et donc, notre striatum, qui est là depuis très très longtemps, ça fait des centaines de milliers d'années qui nous pousse à agir selon certains types de comportements bien précis en nous récompensant avec cette molécule. Et comment est-ce qu'il nous pousse à agir ? Qu'est-ce qu'il nous pousse à faire ? Il nous pousse à faire en fait 5 grandes choses. Ce sont les 5 grandes motivations humaines.
Et vous allez voir qu'on peut comprendre pourquoi elles ont été sélectionnées par l'évolution. C'est parce qu'en fait, systématiquement, elles nous ont aidés à survivre. Et c'est pour ça que notre cerveau profond, le cerveau reptilien, entre guillemets, nous a toujours récompensés à chaque fois qu'on les faisait parce que c'était absolument nécessaire pour survivre. Il faut imaginer que vous voyagez en arrière dans le temps, il y a 600 000 ans ou 700 000 ans. À quoi est-ce qu'on ressemblait, nous, les humains? On était une espèce qu'on appelait Homo erectus, et on vivait dans un milieu hostile, un milieu qui était la savane du Paléolithique, où il fallait se battre pour survivre. Et la première chose qu'il fallait faire, c'était manger. Donc la première motivation, c'est trouver à manger. Alors pour trouver à manger, quand vous êtes un Homo erectus dans la savane, eh bien il faut partir à la chasse. Partir à la chasse, vous y mettez à plusieurs, il faut essayer de trouver une grosse bestiole. Et puis une fois que vous avez abattu votre gibier, il faut manger, mais comment? Eh bien il faut manger le plus possible. Parce que, d'une part, il n'y a pas de moyen de conserver la viande. D'autre part, vous n'êtes pas du tout sûr de trouver une autre proie de ce type-là avant plusieurs semaines. Et vous ne savez pas combien de temps vous allez survivre dans l'intervalle de temps entre les deux. Donc, ce striatum a été programmé pour nous récompenser à chaque fois qu'on mangeait le plus possible quand l'occasion se présentait. Ça veut dire sans limite. D'accord. C'est très important à retenir, c'est que dans un milieu hostile comme celui de la savane du Paléolithique, il n'y a rien qui nous prédispose dans notre structure cérébrale à nous limiter. Au contraire, plus on peut faire le plein, plus on va être récompensé par notre cerveau profond. Voilà. Ça, c'est le premier besoin, c'est de manger. Et c'est très important pour survivre, évidemment. Mais ça, c'est pour la survie à court terme, manger, à l'échelle de quelques jours, quelques semaines. Mais pour la survie de l'espèce à plus long terme, il faut transmettre, vous le savez, il faut transmettre vos gènes, votre ADN. C'est ça qui fait que la vie s'est transmise jusqu'à nous. Heureusement que le brin d'ADN que vous voyez là, il n'a jamais cessé de se transmettre au fil de centaines et de milliers de générations, sans faillir. Donc il faut quelque chose pour nous inciter à transmettre notre ADN. Il nous faut une récompense quand on fait quelque chose. Comment est-ce qu'on transmet son ADN? On a des relations sexuelles. Et donc, à chaque fois que vous avez des relations sexuelles, votre petit striatum, au fond de votre cerveau, vous envoie de la dopamine. Donc, il vous envoie du plaisir. Il vous dit, c'est bien, il faut recommencer. Voilà. Et il faut aussi comprendre que pour nos ancêtres du Paléolithique, c'était très important, pour gagner la course de la sélection naturelle, si vous étiez un Homo erectus dans la savane, vous aviez intérêt à avoir le plus de relations sexuelles possibles autour de vous pour faire plus de copies de votre ADN que vos rivaux. Parce que c'est ça, le critère de la sélection naturelle. Il faut répandre son ADN plus que ses rivaux. C'est quand même une compétition aussi, ce qu'on appelle la compétition sexuelle. Donc là encore, votre striatum vous récompensait à cette époque-là quand vous aviez le plus de partenaires sexuels possible. Mais une fois que vous aviez assuré votre survie à long terme en transmettant vos gènes, il y avait peut-être encore un moyen de faire un peu mieux. L'idéal, c'est d'arriver à faire tout ça, c'est-à-dire manger, se reproduire, en étant le chef. Et là, c'est l'importance du statut social. Eh oui, parce que si vous êtes le chef dans un groupe d'Homo erectus, à ce moment-là, vous avez accès à plus de nourriture et plus de partenaires sexuels. Et ça, on le voit encore à la fois dans les groupes de primates, à la fois dans les populations de chasseurs-cueilleurs. Il y a une corrélation entre le statut social et le nombre de descendants. Et à la fois, aujourd'hui, encore dans nos sociétés modernes, il y a une corrélation entre le statut social d'une personne et, en général, son succès sexuel et le nombre de ses descendants au niveau statistique. Ça, on ne le dit pas toujours. Donc le statut social, c'est très important. Ce que ça veut dire, c'est que depuis des centaines de milliers d'années, notre cerveau profond, notre striatum nous récompense avec de la dopamine à chaque fois qu'on arrive à s'élever dans la hiérarchie sociale. Ça, c'est un désir très profondément ancré dans notre cerveau. Donc vous avez mangé, vous vous êtes reproduit, vous avez réussi à être le chef dans votre groupe, tout va bien. Qu'est-ce qui peut encore aller mieux? Eh bien, vous voilà maintenant devant un endroit idyllique et vos gènes vous disent « Allez, repose-toi, ça va faire du bien ». Ce besoin de se reposer, alors lui, il est peut-être encore plus ancestral que tous les autres, il repose sur un principe qui s'appelle l'homéostasie. L'homéostasie, c'est la nécessité pour tout organisme vivant de minimiser ses dépenses d'énergie et de maximiser ses rentrées d'énergie. C'est ce qui fait qu'on survit dans un milieu hostile. Et les premières bactéries, dans les premiers océans, étaient déjà dotées de ces systèmes de régulation. Ensuite, chez les organismes plus évolués, notamment chez les vertébrés et ensuite les mammifères,
Ça s'est traduit par justement le développement de ces neurones-là, que vous voyez au cœur du striatum, qui mesurent en permanence le rapport entre les dépenses d'énergie et les bénéfices d'énergie. Donc, à chaque fois qu'on va pouvoir minimiser nos efforts, ces neurones vont s'allumer et nous donner un shoot de dopamine. Donc, concrètement, si vous êtes devant votre télé le soir, après avoir une rude journée de labeur, ces neurones-là vont vous pousser à simplement appuyer sur le bouton de la télécommande et piocher dans le paquet de chips. Très pratique. Ils vont vous donner un petit shoot de dopamine à ce moment-là. Et alors, j'ai dit qu'il y a 5 motivations humaines. La 5e, on n'y pense pas toujours, mais il faut toujours se replacer dans la peau d'un chasseur du Paléolithique qui doit survivre. Parce que c'est ça qui a été notre condition pendant des centaines de milliers d'années. Et pour survivre, il y a quelque chose de très très important. C'est l'information. Dans un milieu naturel, l'information critique pour survivre, c'est par exemple de savoir distinguer la présence d'un prédateur ou d'une proie potentielle. Et donc, c'est savoir distinguer dans votre environnement des signes parfois très discrets. Il faut savoir les interpréter, il faut savoir est-ce que lui il va me manger ou c'est moi qui vais le manger. Et notre cerveau a développé un appétit féroce d'information et très sensible à l'information depuis cette époque-là, parce que si vous regardez dans la nature, les traces d'information interprétables sont très discrètes. Donc il faut avoir un œil très acéré, il faut avoir une véritable appétence pour tout ce qui traduit une information exploitable. Et donc à chaque fois que vous étiez capable de déchiffrer l'information dans votre environnement, là encore, ce petit démon là au cœur de votre cerveau, notre striatum, nous envoyait de la dopamine pour dire c'est bien, tu as trouvé de l'information. Il y a un plaisir qui est lié au simple fait de détecter de l'information. Alors vous allez me dire, mais tout ça c'est merveilleux. Tout ça c'est le striatum. Et oui, je suis d'accord avec vous. C'est un formidable outil de survie. Chacune de ces 5 fonctions fondamentales, c'est un passeport pour la survie. C'est ça qui nous a permis finalement de traverser les épreuves et d'arriver là où on est. Donc, où est le problème? Alors, le problème, c'est justement ce qui arrive après. On reprend l'histoire de l'être humain, il y a le striatum au milieu, et puis après, il y a Homo sapiens qui se développe, et lui, il développe un cortex fabuleux. Le cortex cérébral, qu'est-ce que ça lui permet de faire? Le cortex cérébral, il commence à inventer des choses très intelligentes. Il invente des outils, il invente des armes de jet pour chasser plus efficacement, il invente la charrue pour labourer les champs, les animaux de trait, la roue, et ensuite il invente l'élevage. On passe au néolithique. Il invente l'agriculture, puis l'élevage intensif, l'agriculture intensive, et puis même les engrais ensuite, puis les OGM, les pesticides, tout ça pour faciliter la tâche, pour donner toujours plus à manger au striatum. Et souvenez-vous, la psychologie du striatum, c'est qu'il n'a jamais été programmé pour se limiter. Et donc, quand il se retrouve dans un monde où l'alimentation est produite par des moyens industriels, il ne sait pas s'arrêter. Le résultat, c'est la société de pléthore. La société de pléthore, c'est celle qui résulte justement de l'arrivée sur la scène de l'humanité du cortex cérébral qui a produit tous ces outils qui permettent de produire de la nourriture avec des rendements inédits. À ce moment-là, la machine industrielle produit à manger, et le striatum, lui qui n'a jamais été habitué à se limiter, il est incapable de se limiter. Donc ça donne évidemment ce que vous connaissez certainement, l'épidémie d'obésité. Aujourd'hui, on vit dans un monde où, ça c'est les courbes de l'obésité dans les différents pays, différents continents de la planète, partout ça grimpe. On est aujourd'hui arrivé à une situation, et ça c'est le rapport de l'OMS de 2019 qui nous l'a appris, où on commence à mourir plus des conséquences du surpoids et de l'obésité à la surface de la planète que des conséquences de la faim dans le monde. Donc on est passé d'une problématique de la rareté et du manque, qui a été celle de l'humanité pendant des centaines de milliers d'années, à une problématique de l'excès. Et nous ne sommes pas armés pour faire face à l'excès, parce que notre cerveau a été configuré pendant 99% de son existence pour faire face au manque. Donc là, l'ennemi, c'est nous-mêmes, c'est notre incapacité à nous limiter. Et les conséquences, elles sont énormes. Aujourd'hui, l'agriculture est responsable de 23 à 24% des émissions de gaz à effet de serre à la surface de la Terre.
On pourrait se dire, bah non, on va se limiter, sachant que c'est en train de nous asphyxier. Mais non, on ne peut pas, parce que c'est le striatum qui commande. Je prends le deuxième grand besoin que je citais tout à l'heure. Vous savez, après avoir mangé, on a besoin de copuler, d'avoir encore plus de dopamine. Bon, le sexe, aujourd'hui, c'est devenu une industrie. Pourquoi? Toujours pareil. Grâce à l'arrivée du cortex génial d'Homo sapiens, qui a inventé, par exemple, Internet, des sites de rencontres, des sites pornographiques. Les sites pornographiques, aujourd'hui, ben, c'est une offre sexuelle illimitée. Alors, il faut se souvenir que le striatum, lui, il a grandi dans un monde où l'offre sexuelle était très limitée. Il vivait dans des groupes de quelques dizaines d'individus dans la savane. Ben, avant d'avoir des rapports sexuels, déjà, il fallait avoir l'autorisation du chef. Parfois, il fallait le défier en duel. Et puis, il n'y avait pas non plus... ça courait pas les rues. Hein. Vous viviez dans un groupe où c'était assez régulé, quand même. Aujourd'hui, vous êtes dans une infosphère, celle d'Internet, où il y a une production pornographique débridée. Et le striatum, lui, qui n'a jamais été programmé pour se limiter, il se retrouve devant ça, ben, il clique, il visionne. Et le résultat, c'est les chiffres. Aujourd'hui, l'humanité qui consomme 136 milliards de vidéos pornographiques à l'année. Voilà. Alors, on peut se dire, bah, ça c'est pas grave, hein, bon, c'est les gens qui gèrent, c'est eux qui voient. En fait, le petit détail qui tue quand même, c'est que la pornographie représente en gros 30% du trafic de données sur Internet, parce que la vidéo c'est très lourd, et puis il y a beaucoup de vidéos pornographiques. Et donc c'est 30% du trafic sur Internet. Or, on sait maintenant que l'industrie du numérique a dépassé en émissions de gaz à effet de serre l'industrie du secteur aérien. Donc voilà, manger, se reproduire, on voit la logique qui est en train de se déplacer. Pendant des centaines de milliers d'années, ça a servi à transmettre la vie, à favoriser la vie. Aujourd'hui, c'est en train de creuser notre tombe. Tout s'inverse. Et si on prend le troisième grand besoin du striatum, à mon avis, c'est quand même le plus fort, c'est, souvenez-vous, la domination sociale, le besoin d'être le chef. Bon. C'est quelque chose qui vient de très loin dans l'histoire de la vie, et notamment des mammifères. Les relations de hiérarchie, de domination sont une constante hein, à travers les espèces, parfois même à grand renfort on se frappe la poitrine, puis après, dans l'espèce humaine, c'est toujours un peu pareil. Là où... c'est intéressant de regarder la télévision comme ça, je trouve. Là, moi, je rêve de rencontrer un jour Donald Trump pour lui montrer son striatum. Parce que je lui expliquerai qu'en fait, il a un trop gros striatum, voilà. Peut-être un pas assez gros cortex, mais bon, il faudrait faire une IRM. Mais c'est pas une blague, parce que ce sont véritablement des études qui ont été réalisées pour comparer la taille du striatum des gens avec leur niveau de responsabilité, soit en entreprise, soit en politique. On obtient ces corrélations-là, qui montrent en fait que plus une personne a un statut élevé, un statut social, plus il a du pouvoir, plus il a un gros striatum. Voilà. Et le côté un peu pernicieux, c'est qu'en fait, il a tendance à grossir au fur et à mesure qu'on gravit les échelons. Et comme vous allez voir, bon, j'y reviendrai plus tard, malheureusement, il en veut toujours plus. Mais ça, c'est un autre défaut qu'il a. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un énorme problème. D'une part, parce qu'il y a le problème des politiques qui ont un trop gros striatum, okay, qu'il faut qu'ils apprennent à le rééduquer. Mais aussi, d'autre part, parce que nous avons tous, au fond de nous, un désir de statut social. Et que ça n'a pas posé de gros problèmes tant qu'on était effectivement quelques centaines dans la savane, mais qu'aujourd'hui on est 8 milliards, et que grâce à notre intelligence fantastique, on a inventé quand même via Internet, pour imaginer un réseau de communication instantané à l'échelle d'une planète. Vous n'imaginez pas la complexité de la technologie qu'il faut mettre en œuvre. Il a fallu quand même des trésors de découvertes scientifiques et de prix Nobel et de tout ce que vous voulez pour arriver à créer une invention comme Internet. Mais aujourd'hui, à quoi elle sert principalement? Aujourd'hui, vous avez 2 milliards d'individus quotidiennement qui se connectent à des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Snapchat. Les réseaux sociaux, pour une bonne partie d'entre eux, et notamment Facebook et Instagram,
c'est ce qu'on appelle des réseaux statutaires. C'est-à-dire qu'on va y chercher quoi? On va y chercher l'impression d'être vu, d'être connu, d'avoir plus d'amis ou plus de likes que la copine, que le copain. Et donc, on se mesure en permanence en termes de statut social vis-à-vis d'une communauté fictive, et on va titiller justement ce besoin de statut. Et aujourd'hui, on voit, grâce à des expériences en IRM, quand vous mettez des gens dans une IRM, donc une machine pour mesurer l'activité du cerveau, on leur fait passer des petits tests, on les fait jouer à des jeux un petit peu genre Facebook, et ils peuvent gagner des likes ou ils peuvent en perdre. Et alors quand ils gagnent des likes, bien entendu, notre ami le striatum, boum, il s'allume et il leur donne de la dopamine. Besoin de statut social, il est content. En revanche, dès qu'ils perdent des likes, à ce moment-là, le striatum ferme le robinet à dopamine et c'est insupportable. Et donc vous devez retourner sur le réseau social et vous devez à tout prix récupérer quelques bonus d'ego, très très important, simplement pour maintenir en vie cette partie de votre cerveau qui est absolument essentielle pour se sentir à peu près bien dans ses baskets. Alors ça devient ensuite un enchaînement, à la limite une addiction. On commence à parler d'addiction. D'ailleurs ça c'est quelque chose qui est frappant dans ces histoires-là, c'est que aussi bien sur le plan de la nourriture que du sexe, que des réseaux sociaux, on est en train aujourd'hui dans la communauté psychiatrique de parler de passage à l'addiction. Il y a des premières catégories psychiatriques qui commencent à être publiées pour parler d'addiction à la nourriture, d'addiction au sexe évidemment, et aux réseaux sociaux. Donc il faut bien comprendre que ce striatum, il en veut toujours plus, et c'est lui qui est à la base de notre dépendance à tous ces produits dont on s'entoure, parce qu'on en a les moyens, industriellement. Je termine ma liste funeste. Vous verrez qu'un jour, après je vais parler de pistes quand même pour essayer de s'en sortir. Pour l'instant je fais un diagnostic, il n'est pas brillant, mais on va aller au bout quand même. Le quatrième grand besoin, souvenez, c'est le besoin en gros, de ne rien faire, de se prélasser au soleil. Ah si, j'ai oublié. Bah oui, parce qu'il n'y a pas qu'Internet. Pour avoir du statut social, bien avant Internet, il y avait quand même les voitures. Bon. Et bien, ça a toujours été un grand secret de marketing, une grosse ficelle des publicitaires pour faire vendre des voitures. Si vous écoutez de nouveau la radio avec une oreille attentive, comment on essaye de vous vendre une voiture, on va vous dire votre voisin, votre frère, votre ami va être jaloux, il va vous demander s'il peut la conduire, vous allez dire non, et puis vous avez une option de plus, vous avez le toit ouvrant, vous avez le Bluetooth, le radiateur de recul, toujours une option de plus que le voisin. Alors ça c'est génial pour l'estime de soi et pour le striatum. Évidemment ça coûte très cher à l'environnement. Et alors ça c'est les résultats d'une expérience qui a été menée justement pour montrer à des volontaires, c'était des hommes, il faut bien dire que les hommes sont un peu plus sensibles à ce niveau-là, des voitures de sport notamment, véhicules de prestige comme ça, qui donnent l'impression d'être quelqu'un d'important ou de quelqu'un d'un peu séduisant. Et dès qu'ils voient une voiture comme ça s'allume là. Le striatum s'allume, voilà. Et donc il y a le besoin, on se dit, je vais en acheter une. En plus aujourd'hui c'est facilité par les locations longue durée. On se dit, pour 200 ou 300 euros par mois, je vais un petit peu m'offrir de la dopamine à moindre frais. Donc là, c'est terminé pour le statut social, mais souvenez-vous de notre besoin justement de minimiser nos efforts. Donc on a ces neurones là qui nous récompensent à chaque fois qu'on fait le moins d'efforts possible. Donc ça, c'est très utile quand vous vivez dans un milieu hostile, que vous êtes un homme préhistorique qui a besoin de se reposer après la chasse, et puis en prévision des longues périodes de famine, pour pas trop dépenser son énergie, c'est vital. Moi, je critique pas, ce système, il est très bien fait. Il n'y aurait pas toute cette histoire s'il n'y avait pas ce système-là. Simplement, aujourd'hui, on a ces neurones qui s'allument quand on minimise nos efforts. Concrètement, vous avez le choix entre aller au travail en vélo quand il pleut ou se prélasser sur des sièges bien confortables, mettre la climatisation, la radio, et puis se faufiler dans le trafic. Évidemment, nos braves neurones à dopamine, eux, ils vont vous dire, mon gaillard, prends la voiture confortable, tu vas te sentir bien. Ou alors, aujourd'hui, nos appartements, ils sont de plus en plus envahis par tous ces appareils connectés, cette domotique. Qu'est-ce qu'elle vous permet, en gros, cette domotique? Et encore plus, les assistants vocaux. Alors ça, c'est génial. Vous n'avez même plus à vous lever de votre siège pour commander vos sushis sur Internet. Vous n'avez même plus à actionner les muscles de vos doigts. Petite économie d'énergie, les muscles des doigts, quand même, pour commander vos sushis sur Internet. Et puis, en fait, ça remonte déjà à l'électroménager, c'est pour nous soulager. Et heureusement, quelque part, ça a quand même amélioré la condition, notamment des femmes au milieu du XXe siècle. Et puis voilà, c'est tous ces appareils qui nous permettent d'aller à l'autre bout du monde sans faire le moindre effort, à 10 000 mètres d'altitude, avec une petite coupe de champagne, on est bien.
Voilà, tout ce qui permet de commander les choses à distance en minimisant son énergie. Donc ça, évidemment, ça coûte cher à l'environnement. Je dirais que si des extraterrestres nous voyaient de l'espace, ils se diraient qu'on est quand même une espèce un peu particulière. Et bien alors, je pense qu'ils retiendraient cette image, en fait. La prochaine fois que vous voyez un centre de fitness comme ça, vous pensez que ça, en fait, c'est l'œuvre de notre striatum et des petits neurones à dopamine qui veulent en faire le moins possible. Voilà. Et ils agissent en sous-main, sans même qu'on s'en aperçoive, mais en sortant de là, au moins, vous saurez comment ils agissent. Et ça, c'est le début de la prise de conscience pour se modifier soi-même. Alors, il restait le dernier grand besoin, le besoin d'information. Alors, aujourd'hui, on est complètement happé par l'information, et notamment par les écrans. Comment l'expliquer? Souvenez-vous, vous êtes dans la savane, vous captez une information, vous savez l'interpréter, et vous survivez. Vous ne savez pas l'interpréter, vous mourrez. Donc notre cerveau, et oui, il a développé ce besoin compulsif d'information qui était extrêmement importante pour tirer notre épingle du jeu dans la grande jungle paléolithique. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez de l'histoire. Le dernier venu sur la scène, le cortex cérébral, là, il y a moins de 200 000 ans, lui, il a inventé plein de choses pour saturer notre univers d'informations. Vous vous promenez dans les rues, vous êtes capturé par de l'information sous forme d'enseignes lumineuses, d'écrans qui clignotent, qui attirent votre attention. Au travail, vous êtes en train naïvement de penser que vous allez pouvoir travailler sur votre projet. Non, vous avez une petite notification, une alerte email en bas à droite qui vous arrache à votre concentration parce que vous n'arrivez pas à résister à ce petit morceau d'information qui vous dit « regarde, regarde ». Nos téléphones qu'on a dans les poches, ils vibrent sans arrêt, c'est les notifications. Il y a quelque chose de très important qui est arrivé. En fait, ce n'est pas du tout important, mais vous ne pouvez pas résister. Et puis, vous avez les bouquets télé, vous avez la presse. On vit dans un monde saturé d'informations au point qu'aujourd'hui, on parle d'infobésité. L'infobésité, c'est l'équivalent pour l'information de l'obésité pour l'alimentation. C'est toujours le même principe. C'est que nous avons un petit moteur au fond de notre cerveau, ce fameux striatum, qui a été programmé pour attraper toute l'information qu'il peut, mais ça ne posait pas de problème parce qu'il y en avait très peu. Et qui donc n'a jamais été muni, équipé d'une fonction stop. Et aujourd'hui, il arrive dans un monde saturé d'informations et il ne sait pas s'arrêter. Donc, il n'arrête pas. Et vous voyez les gens, c'est ça que ressemblent nos vies. Vous voyez les gens dans les transports. Moi, je prends les transports en région parisienne tous les jours. J'ai vu les humains changer en 15 ans. Et ils sont complètement hypnotisés à cause de leur striatum. Ça défile, il y a des menus déroulants maintenant sur les téléphones portables qui ont donné lieu à un néologisme, c'est le fait de scroller. On scrolle, c'est-à-dire qu'on déroule le fil d'information continue, et il est fait par des savants procédés de fabrication de l'information, de telle sorte qu'en fait, ils sont infinis. Vous pouvez les dérouler à l'infini. Voilà. Vous allez sur Twitter, vous pouvez dérouler à l'infini, et vous pouvez passer des heures à dérouler, à regarder. Vous éteignez, vous dites, mais j'ai rien retenu. Mais c'est pas grave, le striatum, il n'est pas là pour retenir, il est là pour capter des petites bribes d'informations. Voilà. Donc évidemment, le gros problème, moi, j'aurais rien contre ça si c'était pas en train vraiment de détruire notre planète par pans entiers à cause de l'énorme quantité à la fois d'énergie électrique qu'il faut pour faire fonctionner ces serveurs-là et l'énorme quantité de matières premières qu'il faut extraire du sol, des terres rares, des micro-composants électroniques, avec un impact sur l'environnement qui est catastrophique et aussi une logique économique globalisée à l'échelle de la planète qui aboutit à des situations d'esclavage. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un tour sur le site. Il y a un site qui s'appelle myslavery.com. Ça vous permet de savoir exactement combien de personnes dans le monde, dans des pays en voie de développement, travaillent dans des conditions proches de l'esclavage, simplement pour que vous puissiez avoir ces produits avec vous pour meubler votre temps de transport entre chez vous et votre travail. Donc tout ça exploite l'humain, la nature, la terre, simplement pour un petit besoin de glaner de l'information qui nous vient du fond des âges. Je pense que ça doit nous amener à méditer. Alors, à ce point-là, en général, les gens m'arrêtent, pas vous, parce que vous êtes très poli, mais en général, ils me posent la question à la fin. Ils me posent la question, ils me disent, mais finalement, ce striatum-là, ok, il nous a bien servi pendant des millions d'années, mais aujourd'hui, c'est plus un problème qu'autre chose, on est d'accord? Je dis oui, on est d'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'enlever?
Bon. Et oui, c'est vrai. Et le seul problème, c'est qu'il y a des cas qui existent de personnes qui sont des patients en clinique chez qui le striatum n'est pas enlevé mais détruit. Et ces personnes-là, c'est très étrange ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'elles sont incapables de désirer quelque chose. Vous les mettez dans un siège, vous mettez de la nourriture devant eux, bah, ils ne vont pas tendre la main pour prendre la nourriture. Forcément, c'est ça qui nous donne envie. C'est l'envie d'avoir de la dopamine. Plus de striatum, plus de dopamine, plus d'envie. Ce qui est encore plus troublant, c'est que si vous leur mettez un bout de chocolat dans la bouche et que vous leur dites « est-ce que c'est bon ?» Ils disent « oui, c'est bon ». Mais si vous posez le chocolat et que vous les laissez une journée devant le chocolat, ils ne vont jamais avoir la capacité d'amorcer délibérément le mouvement pour aller chercher le morceau de chocolat. Donc ce système de striatum et de dopamine, il est absolument nécessaire pour faire de nous des personnes, des animaux qui s'auto-activent, la capacité d'auto-activation, d'aller vers les choses, de désirer, de vouloir, de conquérir. On voit bien que ce système-là, il est fait pour entretenir la vie, pour faire de nous des êtres autonomes, capables de volonté, d'instinct, de conquête, de satisfaire à nos besoins primitifs. Voilà. Et donc, il est absolument indispensable à la vie. Et donc, quand on me dit « est-ce qu'on peut enlever les striatum ?» je dis « ce serait une très mauvaise idée. On se retrouverait tous dans un siège devant un bout de chocolat jusqu'à ce que tout le monde meure de faim. » Donc, on a besoin de ce striatum. Voilà. Alors là, la personne me répond en général « d'accord, on ne va pas l'enlever, mais maintenant on sait qu'il est en train de détruire notre planète. Donc on va lui dire peut-être de mettre un peu la pédale douce, là, d'arrêter de vouloir toujours consommer davantage. Il suffit finalement de se dire je ne vais pas me connecter à Internet en permanence, je vais juste acheter le journal de temps en temps, je vais manger une feuille de salade, un petit bout de pain, puis je vais arrêter de prendre l'avion, et puis tout ira bien. » Et le gros problème, c'est qu'on s'aperçoit que notre striatum, en fait, il n'est pas du tout d'accord avec ce programme, et que lui, il a une instruction c'est qu'il en veut toujours plus. Et ça, c'est vraiment la grosse épine dans le pied de l'humanité, c'est que ce système neuronal est programmé pour demander des doses toujours plus élevées. Pourquoi ? Eh bien, on s'en est aperçu en enregistrant l'activité électrique des neurones du striatum, et on s'est aperçu que si vous donnez une récompense au striatum, par exemple à manger, ou par exemple des likes sur Internet, eh ben, il va envoyer une décharge de dopamine. À ce point-là, en général, les gens m'arrêtent, pas vous parce que vous êtes très poli, mais en général, ils me posent la question à la fin. Ils me posent la question, ils me disent, mais finalement, ce striatum-là, ok, il nous a bien servi pendant des millions d'années, mais aujourd'hui, c'est plus un problème qu'autre chose, on est d'accord ? Je dis oui, on est d'accord. Donc pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'enlever ? Bon. Et oui, c'est vrai. Et le seul problème, c'est qu'il y a des cas qui existent de personnes qui sont des patients en clinique chez qui le striatum n'est pas enlevé mais détruit. Et ces personnes-là, c'est très étrange ce qui leur arrive. C'est-à-dire qu'elles sont incapables de désirer quelque chose. Vous les mettez dans un siège, vous mettez de la nourriture devant eux, bah, ils ne vont pas tendre la main pour prendre la nourriture. Forcément, c'est ça qui nous donne envie. C'est l'envie d'avoir de la dopamine. Plus de striatum, plus de dopamine, plus d'envie. Ce qui est encore plus troublant, c'est que si vous leur mettez un bout de chocolat dans la bouche et que vous leur dites « est-ce que c'est bon ?» Ils disent « oui, c'est bon ». Mais si vous posez le chocolat et que vous les laissez une journée devant le chocolat, ils ne vont jamais avoir la capacité d'amorcer délibérément le mouvement pour aller chercher le morceau de chocolat. Donc ce système de striatum et de dopamine, il est absolument nécessaire pour faire de nous des personnes, des animaux qui s'auto-activent, la capacité d'auto-activation, d'aller vers les choses, de désirer, de vouloir, de conquérir. On voit bien que ce système-là, il est fait pour entretenir la vie, pour faire de nous des êtres autonomes, capables de volonté, d'instinct, de conquête, de satisfaire à nos besoins primitifs. Voilà. Et donc, il est absolument indispensable à la vie. Et donc, quand on me dit « est-ce qu'on peut enlever les striatum ?» je dis « ce serait une très mauvaise idée. On se retrouverait tous dans un siège devant un bout de chocolat jusqu'à ce que tout le monde meure de faim. » Donc, on a besoin de ce striatum. Voilà.
Alors là, la personne me répond en général « D'accord, on ne va pas l'enlever, mais maintenant on sait qu'il est en train de détruire notre planète. Donc on va lui dire peut-être de mettre un peu la pédale douce, là, d'arrêter de vouloir toujours consommer davantage. Il suffit finalement de se dire je ne vais pas me connecter à Internet en permanence, je vais juste acheter le journal de temps en temps, je vais manger une feuille de salade, un petit bout de pain, puis je vais arrêter de prendre l'avion, et puis tout ira bien. » Et le gros problème, c'est qu'on s'aperçoit que notre striatum, en fait, il n'est pas du tout d'accord avec ce programme, et que lui, il a une instruction c'est qu'il en veut toujours plus. Et ça, c'est vraiment la grosse épine dans le pied de l'humanité, c'est que ce système neuronal est programmé pour demander des doses toujours plus élevées. Pourquoi ? Eh bien, on s'en est aperçu en enregistrant l'activité électrique des neurones du striatum, et on s'est aperçu que si vous donnez une récompense au striatum, par exemple à manger, ou par exemple des likes sur Internet, eh ben, il va envoyer une décharge de dopamine. Et puis le lendemain, si vous lui donnez le même nombre de likes, il envoie de la dopamine, mais un peu moins. Et puis si le jour d'après, vous lui donnez toujours le même nombre de likes, il envoie encore un peu de dopamine. Et puis à la fin, il n'en envoie plus du tout, voire il coupe le robinet. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est dans le cœur de nos neurones à dopamine, c'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique, c'est-à-dire qu'on s'habitue au plaisir, et que notre striatum, quand on lui donne tous les jours la même dose, à la fin, il coupe le robinet de dopamine et on n'a plus de plaisir. Bon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que vous stagnez à 3000 likes, j'en sais rien, au bout d'un moment, ça ne vous fait plus rien. Et donc, vous avez besoin de faire quelque chose pour faire grimper le nombre de likes. Ça veut dire que si vous avez acheté une super berline tout équipée avec toit ouvrant, radar de recul, tout ce que vous voulez, et pendant quelques mois, vous allez avoir le frisson quand vous allez prendre le volant. Okay. Mais après, au bout d'un moment, bof. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il va falloir recommencer à feuilleter les prospectus que vous savez, les concessionnaires vous envoient dans votre boîte, super promotion pour le nouveau coupé, machin. Et là, on sent qu'il y a la dopamine qui remonte. Voilà, donc, on va y aller. Et si je prends l'exemple du sexe, si vous avez le même partenaire sexuel pendant des années, il y a des astuces quand même pour maintenir la dopamine, mais le principe c'est celui-là, c'est qu'on se lasse, que donc il faut changer, il faut passer à autre chose, il faut augmenter les doses. Et ça va être très difficile de s'en débarrasser. Après, il y a toujours des gens très avertis de la situation dramatique dans laquelle nous sommes engagés, n'est-ce pas, et qui nous disent « mais oui, mais tout de même, nous sommes conscients que dans 20 ans, si nous continuons comme ça, à augmenter les doses, il n'y aura plus personne pour en parler. Ce sera la pénurie d'eau, la pénurie d'alimentation, ce sera des migrants climatiques qui vont déferler, il y aura des conflits militaires qui vont en résulter, il y a l'effondrement de la biodiversité. On sait tout ça, quand même, dans 20 ans, ça va poser un problème. Donc là, on doit pouvoir dire à notre striatum, quand même, préserve l'avenir. Là, on se heurte à un autre problème, qui est le fait que le striatum, lui, se dit, je pourrais toujours me limiter demain. Lui, il voit que l'instant. Quand vous dites « je suis conscient des problèmes dans 20 ou 30 ans », ça c'est la partie évoluée de votre cortex qui pense comme ça. Notre cortex cérébral, il a la dimension du temps. Mais le striatum qui dicte nos désirs n'a absolument aucun programme de temporalité. Il ne voit que l'instant. Alors ça, c'est quelque chose dont on s'est aperçu dans des expériences qui sont, j'avoue, assez amusantes. Certains d'entre vous les ont peut-être déjà vues. C'est ce qu'on appelle l'expérience du chamallow ou du marshmallow. Elles sont faites sur des enfants. Alors, elles sont très simples. On fait entrer un enfant dans le laboratoire. Et on lui dit, regarde, tu vas avoir un marshmallow, donc une friandise, tu peux la manger tout de suite, ou alors tu attends 3 minutes, et si tu arrives à résister pendant 3 minutes, tu en auras 2. Alors là, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, il se demande. Là, on sent qu'il résiste. Et ce qui se passe dans son cerveau, c'est que vous avez la partie antérieure, la partie située à l'avant du cortex cérébral, qui est le siège de la volonté, qui résiste. Cette partie du cerveau résiste. Mais au cœur du cerveau, il y a le striatum. Alors lui, c'est le boss. Lui, il dit, allez, vas-y, prends maintenant. Moi, je m'en fiche. Dans 3 minutes, je ne sais pas ce que c'est, 3 minutes, moi. Moi, je veux maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe ?
il y a de l'hésitation dans l'air, de plus en plus d'hésitation. Et là, vous avez un exemple d'un enfant qui est remarquable, parce que lui, c'est son cortex cérébral qui domine son striatum. Mais c'est très rare. Dans toutes les expériences menées, vous avez une majorité d'enfants. Il y a un petit délai vous avez une majorité d'enfants qui, eux, ne résistent pas. Parce que l'attrait du sucre, la difficulté d'attendre est vraiment trop grande. Et lui, il continue. Et lui, il continue à hésiter. Et c'est un petit peu le loup blanc, c'est le moto à 5 pattes. Il y en a un sur peut-être 5 ou 10 comme ça qui réussit. Et donc, à l'issue de cette période de résistance, c'est la fin de l'expérience. L'expérimentatrice va revenir. Chose promise, chose due. Ah oui, quand même, ça c'est important. Donc, il va recevoir ces 2 marshmallows. Et lui, on se dit, vraiment, c'est l'avenir de l'humanité. C'est lui qui va vraiment nous emmener vers un avenir radieux. Voilà. À la fin, le striatum gagne toujours. C'est comme au foot. Alors, donc là, vraiment, on est quand même mal engagé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Ces expériences, on les fait aussi avec des adultes. Ça donne une courbe ce qu'on appelle la courbe de dévalorisation temporelle, qui montre que même chez des adultes, plus une récompense, enfin plus un problème, de façon générale, plus un enjeu est éloigné dans le temps, là c'est l'axe du temps, résultat, plus son impact sur notre prise de décision est faible. Concrètement, si vous avez le choix entre vous faire une côte de bœuf à midi ou penser aux conséquences du réchauffement climatique dans 30 ans, votre striatum, lui, ne voit que la côte de bœuf à midi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui... alors, ça nous concerne tous, évidemment, on passe notre temps à procrastiner. Bon. Mais je dirais peut-être que c'est encore plus critique au niveau politique, parce que à cela s'ajoute dans le champ politique le fait que les échéances de l'action sont courtes. Vraiment. Les politiques sont vraiment sujets à ce problème-là, d'origine neurobiologique, c'est qu'ils sont constamment dans l'urgence. Ils privilégient toujours les solutions d'urgence. Et aujourd'hui, les politiques qui sont destinées à prendre en compte les enjeux lointains sont quasiment inexistantes. À part les retraites, mais là, ça se discute. Bon. Et sur le climat, il n'y a vraiment rien qui soit fait à la hauteur, parce que nous sommes dans des échéances électorales qui sont à court terme et qui, en fait, caressent le striatum dans le sens du poil, au lieu de le forcer à se projeter dans un temps plus long. Alors tout ça, aujourd'hui, malheureusement, je trouve, est encore aggravé par une tendance de notre société à l'accélération. Bon. C'est un phénomène qui a été très bien documenté en sociologie, notamment par un sociologue remarquable qui s'appelle Hartmut Rosa, qui a documenté l'augmentation des rythmes de production, des rythmes de consommation, des rythmes de vie, de la vitesse dans nos sociétés actuelles. Tout va toujours plus vite. Là, c'est par exemple la vitesse de la connexion Internet qui augmente au fil des années. Et ici, c'est l'augmentation des parts de marché des plats tout préparés que vous avez juste à mettre au micro-ondes, voilà, que vous pouvez manger en 45 secondes au lieu de faire la cuisine pendant 2 heures. C'est vrai que notre striatum n'aime pas attendre. Voilà. Vous avez l'augmentation de la vitesse de computation des ordinateurs portables. Vous avez la vitesse de transport, même ferroviaire, qui nous emmène toujours vers une course vers toujours plus vite, même si on en voit aujourd'hui les limites, avec la perte du maillage ferroviaire sur le territoire national, avec la politique du tout TGV, mais ça, c'est toujours le striatum qui commande. Et le problème d'une société qui vous donne tout toujours plus vite, c'est que lorsque vous êtes habitué à ne plus attendre, eh bien, ces connexions cérébrales bleues que vous voyez là, qui permettent justement au cortex frontal en jaune du petit garçon là, de bloquer l'action du striatum qui est là en vert, ces connexions qu'on appelle des connexions inhibitrices, qui freinent l'action du striatum, elles commencent à s'atrophier, elles commencent à se fragiliser, à s'amincir. Et donc vous êtes de moins en moins capable d'attendre. Plus on vit dans un monde où on a tout instantanément, moins on est capable d'attendre. Et on devient impatient. Et aujourd'hui, je me souviens, il y a 10 ans, je pouvais attendre à la queue d'un guichet pendant 10 minutes, ça ne me dérangeait pas. Aujourd'hui, j'arrive à un guichet, si je sens que je vais trop attendre, ça me rend nerveux. Et vous avez des gens, quand ils sont devant l'ordinateur, s'il y a une application qui met plus de 10 secondes à télécharger, ils commencent à insulter l'ordinateur. On devient impatient. Ce n'est pas de notre faute, c'est une technosphère qui nous habitue à avoir tout très vite et donc qui atrophie ces fibres cérébrales. Alors, le problème, c'est qu'une fois que vous êtes impatient, vous allez forcément vous tourner vers des offres technologiques ou commerciales qui sont très rapides. Donc, ça va pousser le marché vers toujours plus de rapidité.
Donc comme ça va aller encore plus vite, ça va encore atrophier davantage vos fibres cérébrales. Un cercle vicieux. Au bout de tout ça, on devient des incontinents cérébraux. Voilà. Donc on est incapable de se projeter dans l'avenir, tout est dans l'urgence, on vit de plus en plus dans un temps comprimé, et c'est le contraire de ce qu'il nous faudrait pour prendre en compte des enjeux qui sont des enjeux à long terme, qui sont ceux de la planète et du climat. Donc là, on est vraiment dans le chemin opposé de celui qu'il faudrait prendre. Alors, est-ce qu'on est foutu pour autant? C'est là que j'en arrive à la deuxième phrase de mon sous-titre. Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète? Oui, mais comment l'en empêcher? Comment faire? Alors, ce qui découle de ces connaissances en neurosciences, c'est quand même l'idée qu'on sait comment ça marche, et donc on pourrait peut-être imaginer une nouvelle économie cérébrale, une autre façon de faire fonctionner notre cerveau. Et pour ça, il y a au moins 3 pistes. La première piste, c'est la conscience. On n'en a pas parlé du tout. Et c'est normal parce qu'aujourd'hui, on vit un peu comme des inconscients. La capacité d'avoir conscience de ce qui se passe autour de nous, la conscience d'un beau paysage, la pleine conscience d'un beau morceau de musique, la faculté d'apprécier les choses, d'en discerner la saveur, tout ça, c'est quelque chose qui nous vient aussi de notre cortex cérébral. Donc ce fameux cortex qui a servi à inventer la roue et les pesticides et tout ce que vous voulez, et les écrans à plasma, qui a inventé toutes les technologies aujourd'hui qui nous créent bien des problèmes, certes, il est fait pour faire de l'intelligence, mais pas seulement, il est aussi fait pour faire de la conscience. Et ce sont 2 choses différentes. On peut être très intelligent et avoir un degré de conscience très faible de ce qu'on fait. Vous avez des gens qui sont des génies de programmation en informatique et qui ne vont jamais se poser la question de savoir si les serveurs nous promettent une atmosphère saturée en dioxyde de carbone pour les générations futures. Intelligence et conscience, ce sont 2 choses différentes. Et par contre, elles sont toutes les 2 produites par notre cortex cérébral. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la partie conscience a été très développée dans notre société, qui est très instrumentale, très pragmatique, très rationaliste, qui veut des résultats. D'accord ? Mais la pleine conscience, la capacité d'être présent dans l'expérience subjective, à ce que nous vivons, ça peut nous sauver. Je prends un exemple qui me vient du domaine justement du premier des 5 grands besoins que j'évoquais, le besoin de s'alimenter. On a cette mécanique qui nous pousse à manger toujours plus, et si on n'y prend pas garde, on s'habitue, et puis on veut augmenter les doses, et puis on arrive dans l'épidémie d'obésité. Okay. Mais ça, bien souvent, on mange trop parce qu'on ne fait pas vraiment attention à ce qu'on mange, parce qu'on n'est pas vraiment conscient des saveurs. Et aujourd'hui, vous avez effectivement des personnes qui sont dans des pathologies de l'alimentation compulsive, de l'addiction à l'alimentation, qui sont en surpoids, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà. Et à qui on propose justement, comme solution, de redevenir plus présente à l'acte de manger. Ça a l'air de rien, comme ça, mais ça prend la forme d'une expérience qui s'appelle l'expérience du grain de raisin, qui a été par exemple introduite il y a quelques années à l'hôpital Sainte-Anne, justement pour des patients qui sont dans des problèmes d'alimentation compulsive. Et donc ce sont des groupes de patients qui s'installent autour du psychiatre, et on fait circuler un sachet de grains de raisin sec, comme ceux que vous pouvez acheter pour l'apéritif. Et le but, c'est que chacun doit prendre un petit grain de raisin, et là, l'animateur de la séance dit « Attention, vous êtes habitué à piocher dans le sachet en regardant la télé et à manger votre apéritif sans même faire attention. Quand vous mangez comme ça machinalement devant votre écran, vous ne vous rendez même pas compte du goût et puis de la quantité calorique que vous ingérez. Mais maintenant, vous prenez ce grain de raisin là et vous allez vous concentrer dessus. Vous allez prendre conscience du grain de raisin. » Alors ça ressemble un petit peu à un film de Jean-Claude Van Damme avec le maître spiritualiste, tu dois rentrer dans le grain de raisin, mais c'est exactement ça. Il faut rentrer dans le grain de raisin. Et vous devez regarder le grain de raisin comme ça pendant 1 minute. Alors les gens qui sont des mangeurs compulsifs, ça leur fait tout drôle. Hein. Ils regardent le grain de raisin, puis ensuite l'animateur leur dit maintenant vous pouvez le respirer, le sentir. Oh là là. Alors là, les gens commencent à se dire oui, je commence à avoir du plaisir sans même l'avoir mangé. Parce que le striatum, là, on commence à le forcer à libérer de la dopamine, parce qu'il est, mais on résiste. D'accord. Et après, on peut mettre le grain de raisin dans la bouche, mais là, la consigne, c'est non, vous n'avez pas le droit de l'avaler. Vous pouvez le mordiller. Alors, on mordille le grain de raisin, il y a le jus qui commence à sortir, et là, on commence à rentrer dans une logique de présence à l'expérience sensorielle. Et quand on est vraiment présent à cette expérience sensorielle, à ce moment-là, la saveur du grain de raisin commence à exploser dans votre bouche. Vous pouvez en faire l'expérience, il faut simplement prendre le temps, et on commence à détailler des saveurs qu'on avait complètement oubliées.
le champ de l'esprit et de la conscience s'ouvre, le cortex commence à travailler différemment, on voit des ondes cérébrales qui sont associées à la prise de conscience, qui commencent à se développer, il y a du plaisir qui se développe sur la durée. Après, c'est le Graal, on a le droit d'avaler le grain de raisin, bon voilà. Et tout ça, ça peut durer un quart d'heure. Voilà. Et à la fin de la séance, les gens vous disent « mais j'ai l'impression d'avoir presque fait un repas ». Alors ils insistent sur le presque quand même. Donc là j'ai mis 3 petits pois, mais alors là c'est carrément l'orgie. Mais les résultats sont là, c'est-à-dire que d'une part, progressivement, ces personnes arrivent à reprendre la main finalement sur leur conduite alimentaire, à éviter d'être distraits justement, par exemple par des écrans, parce que les écrans, ce qu'ils font, c'est qu'ils attirent votre conscience vers des images, et donc la conscience ne peut pas être destinée à savourer sûrement ce que vous avez dans la bouche. Et peu à peu, ces personnes-là baissent leur ration calorique. On mange 40% de calories en moins quand on est juste devant son assiette que quand on regarde son smartphone ou sa télévision. Et puis, ils diminuent les doses en ayant en fait plus de plaisir. Donc ils renouent avec le plaisir parce qu'ils redécouvrent la saveur des choses, parce qu'ils ont utilisé leur conscience. Donc ça veut dire qu'il y a moyen d'obtenir le plaisir de la dopamine avec moins de stimulation. Ça vaut pour la nourriture, ça peut valoir pour beaucoup d'autres choses. À partir du moment où on prend le temps de mettre la conscience dans le système, à ce moment-là, on obtient de la dopamine en diminuant les doses. Donc, le mécanisme de base de striatum qui disait « moi, j'en veux toujours plus », ce n'est pas une fatalité. Nous, êtres humains, à condition d'utiliser notre conscience, nous pouvons aller vers un mouvement différent, qui est un mouvement de réduction de la quantité de matière utilisée, mais pour une augmentation du plaisir subjectif ressenti. Ça, c'est un découplage des choses qu'il faut vraiment avoir en tête. Évidemment, ça a un coût. Qu'est-ce qu'il faut pouvoir investir là-dedans? De la volonté et du temps. Parce que passer un quart d'heure sur un grain de raisin, quand vous êtes sous la pression du temps, que vous avez un quart d'heure pour manger à midi au travail, ou peut-être un peu plus, vous ne pouvez pas consacrer ce quart d'heure juste au grain de raisin, il faut manger un peu plus, donc on est repris dans des rythmes un peu plus frénétiques et d'alimentation un peu plus machinale comme ça, donc c'est très difficile à tenir. Ce que ça veut dire, c'est que la denrée critique dans cette société, c'est aussi le temps. Pour arriver à remettre du plaisir subjectif sans détruire la planète, il faut pouvoir remettre la main sur la dimension du temps. Ça va être absolument crucial. Donc il faut s'y mettre à plusieurs, parce que si la société va trop vite et que vous essayez de ralentir, vous êtes disqualifié, vous êtes mal vu par vos collègues, voire vous êtes licencié parce que vous n'avez pas un rendement suffisant. Il faut qu'il y ait une concertation pour que les gens se donnent plus le temps. Et à l'arrivée, les gens sont mieux, donc les gens ont moins d'arrêt maladie, ils sentent moins mal au travail, et ça profite à tout le monde. Mais là, il y a vraiment un besoin de concertation au niveau des corps sociaux pour y arriver. Mais tout ça va s'imbriquer à un moment ou à un autre, la conscience, l'organisation de la société. La deuxième piste qui résulte de cette description neurobiologique de notre comportement, c'est ce que peut nous offrir la connaissance pure. Pourquoi la connaissance pure? Parce que vous le voyez, je l'espère en tout cas, la connaissance peut apporter du plaisir. On apprend des choses, ça fait du bien. Et on le sait maintenant aussi en observant le fonctionnement du cerveau des enfants, par exemple. C'est des expériences qui ont été faites à l'Université de Californie il y a quelques années, où on s'aperçoit que quand vous prenez un enfant et que vous lui posez des petites questions de type quiz, trivial poursuite, où vous ouvrez une encyclopédie, vous faites deviner des définitions, vous l'emmenez dans un musée, vous prenez le temps d'ouvrir sa curiosité. Et à ce moment-là, on voit son striatum s'allumer et la dopamine qui se met à couler dans son striatum, et qui lui procure un plaisir. Et si vous discutez avec lui, vous lui dites « mais j'étais bien plus content en fait de faire ça que d'aller simplement sur mes réseaux sociaux ou que de manger un marshmallow tout de suite quand on me le donnait ». Et ça, c'est absolument fondamental. Ça veut dire qu'il y a de la dopamine, on peut créer des générations d'addicts au savoir, qui a un impact carbone zéro. C'est entre nos mains. À quoi ça va tenir? À quoi ça va se jouer, la bataille? À mon avis, ça va se jouer dans ces 10 minutes-là, pendant lesquelles il faut résister à la tentation de plaisir instantané. Vous avez un enfant qui a un smartphone, qui peut aller sur YouTube, regarder un truc amusant, ou se concentrer sur l'explication d'un professeur qui a juste écrit à la craie quelque chose au tableau, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de son, il n'y a rien qui clignote, c'est pas drôle. Donc il faut pendant un moment résister à l'envie d'aller cliquer.
Mais si on résiste 10 minutes, un quart d'heure, c'est ce cap qui est critique là. À ce moment-là, notre striatum commence à s'activer sur un mode plus lent, un mode plus profond, un mode qui va l'emmener l'enfant beaucoup plus loin, et ça vaut aussi évidemment pour les adultes. Là encore, la bataille du temps va être déterminante, et la bataille de l'éducation. Parce que ce qui va permettre à un enfant finalement de s'ouvrir à ces plaisirs qui sont bénéfiques à lui, aux autres et à la planète, c'est sa capacité à dire non à des petites choses instantanées et faciles. Et il ne peut pas y arriver tout seul. Il faut l'y aider. Et comment est-ce qu'on l'y aide? Eh bien, en lui disant, bah non. Non, tu veux ta PlayStation tout de suite? Bah non, pas tout de suite. T'attends un moment, peut-être ce soir. Tu veux manger des bonbons parce que tu as eu une contrariété, j'en sais rien, ou parce que tu es triste, ou parce que tu en as simplement envie? Bah non. Ah! Ça se fait pas, ça, de dire non à un enfant. Ben, je pense que ça peut se faire, en fait. C'est-à-dire qu'on a été un petit peu dans une idéologie pendant quelques décennies où on se disait, ben, frustrer un enfant, c'est pas bon parce que ça lui crée des blocages, du refoulement, tout ce que vous voulez. Et en fait, on s'aperçoit que quand on habitue un jeune à ne pas avoir tout de suite ce qu'il veut, il développe ses connexions frontales, là, il développe sa maîtrise de soi, il est capable de se fixer des objectifs et de les accomplir. Par exemple, quand il faut étudier, quand vous avez un examen à préparer, vous avez des copains qui arrivent, viens, on va boire un coup, on va jouer au baby-foot. C'est là qu'il faut pouvoir résister. Quand on a développé ses connexions, on peut résister et s'en tenir à ses objectifs. Et à l'arrivée, vous savez, les petits gamins du marshmallow, là, celui qui arrive à résister, sans doute parce qu'il a été éduqué comme ça aussi, il y a des études qui ont été faites, qui l'ont suivi 20 ans plus tard, c'est lui qui, parmi tous les autres, est le plus épanoui dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, qui est le plus équilibré, qui a réussi ses objectifs, parce qu'il dispose de cette capacité de résistance. L'enjeu, ça va être de résister à notre striatum, et ça s'éduque, et les parents ont leur rôle à jouer. Ils ne doivent pas avoir peur de faire patienter un enfant, de lui dire non, tu verras, ça te profitera, je suis désolé, pas tout de suite. Ça ne veut pas dire jamais, ça veut dire pas tout de suite. Et de fait, chez des jeunes qui ont basculé dans l'addiction à Internet, par exemple, qui ne peuvent pas résister à l'envie de se connecter instantanément, et qui, de ce fait, en souffrent dans leur capacité de concentration et donc dans leur réussite scolaire, il y a aujourd'hui des programmes qui consistent simplement à leur dire, bah, OK, tu as envie d'aller tout de suite sur ton réseau social, eh bien, résiste 10 secondes. Alors, il résiste 10 secondes, c'est dur, et puis après, il va sur son réseau social, et puis le lendemain, on dit, maintenant, tu vas résister 20 secondes. Et puis le lendemain, 30 secondes. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est comme le développement d'un muscle, c'est ces connexions à l'avant de son cerveau qui recommencent à grossir. Et à la fin, il est capable de résister 1 heure. Et à la fin, bien souvent, il a envie de faire autre chose que d'aller sur son réseau social. Donc il y a cette logique de savoir que, quelque part, frustrer notre cerveau, ça peut être bon pour nous, si c'est fait dans une logique d'objectif intéressant, positif, et dont on comprend la raison aussi. C'est pour ça que ces explications me semblent importantes. Et puis il y a la troisième voie pour aller plus loin que la dictature de notre striatum, c'est l'altruisme. L'altruisme, c'est évidemment quelque chose qui peut nous emmener un peu plus loin que notre désir de statut social, d'augmenter toujours notre satisfaction personnelle, nos richesses. L'altruisme, ça va un peu contre le striatum. Eh bien, la grande surprise, ça a été de se rendre compte, il y a 2 ans maintenant, dans des travaux de recherche à l'université de Zurich, que les comportements altruistes peuvent justement nous faire libérer de la dopamine. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'on peut avoir cette dopamine qui est essentielle à la vie, non pas en amassant des choses pour nous-mêmes, mais en les partageant. Et ça peut changer la donne au niveau environnemental. Ces expériences, elles étaient assez fascinantes, puisqu'elles consistaient simplement à faire venir des gens au laboratoire, on les mettait dans une IRM pour mesurer l'activité de leur cerveau, et à ce moment-là, on leur faisait passer un petit test, on leur disait, voilà, on vous donne une somme d'argent, là, et vous avez le choix. Soit vous gardez l'argent pour vous, et vous repartez avec, c'est votre choix. Soit vous pouvez décider d'en donner une partie à quelqu'un, un inconnu, qui est dans une pièce à côté, que vous ne reverrez jamais, donc vous n'aurez même pas la lueur de reconnaissance dans son regard, donc c'est de l'altruisme total, quoi. Alors les scientifiques se disaient, bah, tout le monde va vouloir prendre l'argent pour lui, c'est sûr. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pour les hommes. Majorité des sujets de sexe masculin dans cette expérience, effectivement, disent, ah, une somme d'argent, je la mets dans ma poche, je m'en vais, et j'active mon striatum. Voilà, la zone cérébrale qu'on voit là, c'est le striatum d'un homme qui est reparti avec l'argent. Bon. Mais la grande surprise des chercheurs, ça a été de constater qu'une majorité des femmes qui participaient à l'expérience
choisissait de partager, de donner au moins une partie de la somme à quelqu'un qu'elle ne reverrait jamais. Donc un acte d'altruisme total. Alors, qu'est-ce qui les prend? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce qui les prend, c'est qu'on s'aperçoit qu'elles aussi, elles activent leur striatum et elles libèrent de la dopamine dans leur cerveau en partageant. Autrement dit, il y a un plaisir biochimique au même titre que de manger du chocolat hein, ou de faire d'autres choses encore plus plaisantes. Vous avez de la dopamine en partageant. Donc c'est un altruisme qui n'est pas un sacrifice douloureux. Alors il y a des gens qui disent, bon, à ce moment-là, c'est plus de l'altruisme. Non, je ne suis pas du tout d'accord. On peut être altruiste et puis ça peut nous faire du bien, c'est pas grave. Si ça fait du bien à tout le monde, c'est très bien. L'important, c'est d'être capable de partager. Et d'ailleurs, si vous partagez dans le but de vous faire du bien, eh ben, la dopamine, elle n'arrive pas. Je préfère vous le dire. Donc, il faut être capable de se dire, je le fais vraiment pour l'autre. Et à ce moment-là, vous avez cette récompense-là. Et ça a été à la fois une surprise et puis un motif d'interrogation incroyable dans la communauté scientifique, parce que les gens se sont dit, mais pourquoi les femmes et pas les hommes? Oh, ça doit être un truc d'hormones, ça. Parce que les femmes, elles sont comme ça, elles ont deux chromosomes X, puis elles sont habituées à donner le jour, à protéger des enfants, elles ont ça dans le sang et tout ça. Mais quand on regardait précisément les explications de ce type-là, elles ne permettaient pas du tout d'expliquer la libération de dopamine. Donc l'hypothèse ne tenait pas la route, et par contre, là on a commencé à comprendre l'origine de cette observation, c'est au niveau sociologique. C'est que les chercheurs se sont aperçus que dans toutes les sociétés sur Terre, dans 99% des sociétés qui sont des sociétés patriarcales, eh ben on éduque les petites filles différemment des petits garçons. Et ce qu'on voit encore, même en France aujourd'hui, dans bien des familles, c'est que le petit garçon, il rentre de l'école, on va lui dire c'est bien, tu t'es pas laissé marcher sur les pieds, tu t'es battu pour ton 4 heures, pour ta petite auto, il ne faut pas te faire d'illusions dans la vie, il faut se battre, il faut être compétitif. Donc le petit garçon à qui on tient ce discours, quand il s'est comporté de façon compétitive, eh bien on lui donne quoi? Du statut social. Il est valorisé dans sa famille. Et le statut social, c'est un des premiers besoins du striatum, donc dopamine. Ok. Mais la petite fille, ben, si vous regardez, on lui dit bien souvent bravo ma fille, tu as partagé, tu as consolé ton ami, tu as noué le dialogue dans ta classe. Ce sont des valeurs beaucoup plus de partage, d'altruisme, d'empathie, de sollicitude, qui sont liées à des répartitions sociales des rôles, traditionnellement, dans énormément de sociétés. Mais là encore, quand on tient ce discours à une petite fille, qu'on la félicite, on lui donne là aussi du statut social. Un besoin fondamental du striatum. Donc on fait libérer de la dopamine. Donc ça veut dire qu'on peut faire libérer de la dopamine à un cerveau humain en fonction du discours qu'on lui tient. Et en fonction de l'éducation qu'on lui donne et de la norme sociale qui accompagne ce discours. Si la valorisation de l'individu est liée à une norme d'altruisme dans la société, à ce moment-là, notre striatum va relâcher de la dopamine quand on se comportera de façon altruiste. Par contre, si la libération de dopamine est associée à une norme de compétition, eh bien on sera content et on aura de la dopamine quand on se sera comporté de façon compétitive, qu'on aura eu du succès, des augmentations, une grosse voiture. Aujourd'hui, on est héritier de cette civilisation de la compétition. La compétition a été instituée dans l'organisation sociale et maintenant dans l'organisation planétaire à travers la mondialisation qui repose sur une compétition de tous contre tous. Donc, simplement, ce que nous montre l'exemple des femmes qui aiment partager, pas toutes, hein, je précise, et notamment quand on commence à envisager la dimension du pouvoir, avec le pouvoir, le striatum grossit, il se rabat beaucoup plus vers des stimulants du genre, justement, la capacité de commander, d'avoir du statut social. C'est d'ailleurs très connu en sociologie, le fait que, malheureusement, beaucoup de femmes qui accèdent à des niveaux de pouvoir élevés endossent en fait des normes traditionnelles masculines de domination, de compétition, et ont tendance parfois à quitter ces normes d'éducation des petites filles qui sont celles du partage et de l'altruisme. Simplement, la moralité, c'est que ces circuits cérébraux ne sont pas figés. Ils sont plastiques. On peut reconnecter notre cerveau, on peut le rééduquer, et on peut le faire à une condition, c'est justement qu'on arrive à instituer une norme sociale, c'est le mot que j'ai prononcé tout à l'heure. Une norme sociale, ça veut dire que c'est un discours qui est transversal, un discours qui est entendu par les enfants et puis par les moins jeunes aussi, pas seulement dans leur famille, mais aussi à l'école, aussi dans les médias, dans le discours public, par les personnes qu'ils admirent, les célébrités, les influenceurs, tout ce que vous voulez. Une norme est une norme quand elle est omniprésente. Et c'est ça qui manque, et c'est ça qui va être décisif, c'est de voir si une telle norme aujourd'hui peut s'instaurer dans la société, parce qu'à ce moment-là, elle aurait le pouvoir de reconnecter, de recabler nos cerveaux, et de nous donner des motifs de désir et de plaisir
qui serait différent de ces 5 grandes motivations ancestrales qui nous viennent de notre striatum. Je terminerai en vous montrant cette image qui a été la première image de la Terre vue de l'espace. C'était dans une des missions Apollo. Bon, elle a été renumérisée, remasterisée, elle est magnifique. Et la réaction des astronautes, lorsqu'ils ont vu la Terre pour la première fois comme ça, c'est de se rendre compte à quel point elle est à la fois magnifique et toute petite. Et ils avaient pris conscience de ce que nous voyons tous aujourd'hui. Je pense que nous, on commence aussi à en avoir conscience. C'est qu'aujourd'hui, le problème, c'est que nous sommes dans un monde fragile et petit, mais que nous sommes arrivés dans ce monde avec des désirs illimités. Que nous sommes venus dans ce monde avec un cerveau qui est programmé pour aller vers toujours plus. Et qu'aujourd'hui, le véritable enjeu, ça va être de lutter, non pas contre des prédateurs, des maladies, la famine comme autrefois, mais contre ce désir du toujours plus. Et il y a quelqu'un qui l'avait déjà écrit il y a très longtemps, qui disait que la vraie sagesse, c'est de continuer à désirer ce qu'on possède. C'est très profond parce que ça veut dire qu'il faut arriver à, en termes moins poétiques, à continuer à libérer de la dopamine sans augmenter les doses. Et j'adore voir comment cette citation philosophique très ancienne, aujourd'hui, prend une formulation scientifique dans les termes des neurosciences, parce que certains ont peut-être reconnu son auteur, c'était Saint Augustin. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.